Est-ce que le gouvernement est en train de se mettre définitivement à dos les retraités, ceux qui ont travaillé, qui ont cotisé pour le pays? Après la hausse de la CSG l'an dernier, pour une partie d'entre eux, la hausse des prestations sera de 0,3, soit en deçà de l'inflation prévue pour 2019-2020. Il fallait donc ce matin que le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, s'explique. Ce fut chose faite face à Jean-Jacques Bourdin, en direct sur BFM TV et RMC. Nous augmentons très modérément, c'est vrai, les retraites, mais par ailleurs, nous supprimons la fiscalité pour les retraités. Prenons un retraité à Tourcoing qui touche 1 500 € de retraite. Bien sûr, il n'aura que 4 € d'augmentation par mois, au lieu des 10 € à 0,8. Mais il a la suppression de sa taxe d'habitation. La moyenne, c'est 600 € de taxe d'habitation. L'année prochaine, M. Bourdin, c'est 400 € de moins de fiscalité. Il a donc un pouvoir d'achat qui s'agrandit, si j'ose dire, de 40 € par mois. Simplement, au lieu de faire un tour de passe-passe, où en général, dans le gouvernement précédent, on augmentait les prestations, mais on augmentait les impôts, nous, on choisit de baisser les impôts. Alors, dans ces cas-là, il faut faire de l'explication, être pédagogique. C'est vrai que les retraités, ils ont encore un petit peu mal au crâne, les retraités de l'histoire de la CSG, qui ne concernait pas, la hausse qui ne concernait pas l'ensemble des retraités. Et là, on leur dit... 60%. Voilà, 60%. Les plus aisés d'entre eux. Oui, voilà, il y a 60%. Il y a de l'inflation, on regarde vos pensions, et finalement, on va un peu gratter, on va un peu rogner Thierry Arnaud par rapport à l'inflation. Précisément, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça veut dire quoi? Ça se traduit comment? Alors d'abord, il faut rappeler le contexte, c'est que vous venez de le faire en partie. Il y a eu l'augmentation de la CSG, il n'y a pas eu de revalorisation des retraites l'année dernière, il n'y en a pas eu cette année, ou en tout cas, la réalité, c'est qu'on augmente les pensions, vous l'avez dit, de 0,3%, l'inflation est attendue à un peu moins de 2%, donc concrètement, ça veut dire que les retraites vont baisser, et manifestement, ce sera la même chose en 2019 et en 2020. Donc on fait un choix assumé qui vient d'être expliqué par le ministre des Comptes publics, qui consiste à dire, parallèlement, on allège la fiscalité, on introduit un certain nombre de prestations sociales, en particulier le zéro reste à charge qui va concerner un certain nombre des retraités, et au total, explique le gouvernement, pour un retraité modeste, il y aura un gain net, ce qui évidemment, au moment où on se parle, reste à prouver. Et ce qui est clair, c'est que les retraités sont à ce stade plutôt sceptiques, plutôt inquiets, plutôt de plus en plus mécontents vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Et ça, évidemment, ça se traduit de manière assez spectaculaire dans les sondages. Voilà, ils entendent la musiquette aussi de la taxe d'habitation, mais vous verrez, vous y gagnerez aussi avec la taxe d'habitation. Sauf que là, du coup, toucher les retraités après la CSG, ça a été l'angle d'attaque aujourd'hui de l'opposition, la gauche, les Républicains, le Front National. Bon, il suffit d'écouter, ça dure 32 secondes. C'est une revalorisation de 0,3, c'est-à-dire c'est presque l'aumône. Quand on sait que l'inflation est à 2,3, ça veut dire qu'en 2019, en 2020, les retraités vont perdre encore 2%, ce qui veut dire en cumulé. Entre début 2018 et fin 2020, les retraités en France vont avoir perdu entre 8 et 10% de leur pouvoir d'achat. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on supprime l'indexation sur l'inflation des pensions de retraite, ça aboutit évidemment à un gel des pensions de retraite. Et quand vous avez un gel des pensions de retraite et concomitamment une inflation importante, s'il y a une hausse des prix, eh bien ça aboutit à une baisse et pour même certains à un effondrement du pouvoir d'achat. Et moi, je suis très inquiet du discours même qui est porté par le Premier ministre et encore ce matin par son ministre. Parce qu'ils sont en train de nous dire qu'ils misent tout sur les actifs et qu'ils laissent sur le côté de la route, les derniers de cordée, ce sont les retraités. Voilà, les derniers de cordée ou les derniers de corvée, ce sont les retraités. On a un gouvernement qui a choisi son camp. Les actifs et les retraités, finalement, c'est au fond de la classe, les retraités. Oui, mais bon, bien sûr... Évidemment, ça n'est pas tout à fait simple, ça n'est pas agréable et politiquement, ça a des conséquences directes, on le voit bien, pour le gouvernement. Néanmoins, c'est cohérent de la part d'un gouvernement qui veut favoriser le travail. Oui, c'est pas le premier. Non, c'est pas pro-business, c'est pas du tout la même chose. On parle pas des entreprises, là, on parle des salariés. Or, ces retraités, ils ont été salariés, donc ils peuvent légitimement demander, ils ont cotisé, mais ils ont aussi des enfants qui sont des salariés, ils ont aussi des proches qui sont des salariés, qui vont peut-être bénéficier de la politique pro-salarié, pro-travail. Donc, la question, le problème, c'est qu'on catégorise et qu'on met les gens dans des cases. Mais on parle d'une société globale. Et peut-être que c'est une des failles de ce gouvernement de ne pas savoir expliquer sa vision exactement. Mais
Emmanuel Macron l'a répété à plusieurs reprises. Je veux favoriser le travail. Il n'est pas le premier. Nicolas Sarkozy l'avait fait, il l'avait répété. D'ailleurs, il y a des mesures qui ressemblent, elles sont un peu différentes, notamment par exemple la défiscalisation des heures supplémentaires, mais là c'est simplement pour les cotisations des salariés. Oui. Mais c'est donc, il part du principe qu'il faut revaloriser le travail et que les retraités, sur le plan purement économique vu de Bercy, c'est une catégorie qui, relativement aux salariés, est mieux lotie à cette heure-ci. Pourquoi ? Qui n'est pas la plus à plaindre, c'est ce que ça veut dire. Pourquoi ? Parce qu'elle a souvent plus de traites à payer, parce qu'elle a des patrimoines, parce qu'elle a théoriquement une forme de stabilité. Donc, sur le plan purement microéconomique et je dirais, voilà, sur le papier, pour les fonctionnaires de Bercy et pour les gens qui... c'est d'une certaine manière cohérent et logique. Évidemment, cela a des effets politiques si c'est pas bien expliqué, si ça a l'air improvisé, si ça a l'air d'être des coups de rabot, si ça a l'air d'être là, pour le coup, ça fait 2 fois quand même les retraités. Vous m'avez dit tout à l'heure, les gens du Trésor à Bercy, donc ça paraît un peu bête et méchant. C'est-à-dire, on sort une règle à calcul, on sait qu'on doit faire des économies. Ah ben les retraités. La question, je finis juste le raisonnement. La question, c'est qu'il faut que les gens qui travaillent, qu'il y ait moins de chômage et que les salariés voient les résultats. Oui. Et auquel cas, vous verrez que dans une même famille, les retraités, évidemment, seront touchés, mais c'est ça le problème. Si leur famille, par le travail, a eu des résultats, eh bien, ça n'est pas le même effet. Je comprends, mais Anna, en un an, du coup, les résultats économiques ou les bons résultats ne sont pas là et les retraités disent « Ah ben moi, j'ai belote et rebelote, là. » La vision globale qu'expose Ruth, en vérité, on aurait bien aimé l'entendre dans la bouche d'un membre de l'exécutif, d'un membre important de l'exécutif. J'entends par là, il y a un vrai défaut. Non, il y a un vrai défaut d'empathie. Non, mais Darmanin est un membre important de l'exécutif, Alain, j'en conviens. C'était pas, mon nom ne portait pas sur Gérald Darmanin. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un vrai défaut de pédagogie, une forme d'empathie sociale. C'est-à-dire que quand cette mesure est annoncée par Édouard Philippe dans le journal du dimanche, il n'y a pas un mot sur les retraités. Vous vous souvenez, les mots d'Emmanuel Macron sur les retraités, c'était mi-avril dans le journal de Jean-Pierre Pernaut sur TF1, juste après l'affaire de la CSG, au moment où on entendait sur toutes les radios, sur toutes les télés, les retraités venir expliquer qu'en fait, ils étaient les perdants de la Macronie. À ce moment-là, Emmanuel Macron, il leur avait dit, je vous dis merci, et je vous dis surtout une chose, je le cite, je n'ai jamais pris un retraité pour un portefeuille. Le problème qu'on a, Alain, c'est que cette phrase, c'est une phrase très forte, mais ensuite, elle n'est pas suivie de pédagogie. On ne nous explique pas, comme Ruth vient le faire, que les retraités vont perdre un peu d'argent, mais qu'en revanche, leurs gamins, ils vont en gagner plus. Il faudrait que ça arrive. Si ça n'arrive pas, pour le moment, les résultats n'est pas là. Si ça n'arrive pas, c'est zéro partout. Et au contraire, le retraité est davantage mis à contribution aussi par les familles, pour les enfants, pour les petits-enfants, vu la précarité. Le chômage est élevé, parce que les salaires sont bas, etc. Donc voilà, il faut que les résultats arrivent sur les autres domaines. Thierry, encore un mot. D'abord, je voudrais revenir sur ce que disait Ruth tout à l'heure pour dire que moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que le sujet du budget, globalement, le sujet, c'est les entreprises. Pourquoi ? Parce que le gouvernement a fait le choix de procéder à quelque chose d'assez exceptionnel l'année prochaine. De maintenir le versement du CICE, ça sera le dernier, et ça représente 20 milliards d'euros pour le budget de l'État. Ça, c'était sous François Hollande. Mais en même temps, on supprime le CICE et on le transforme en baisse des charges. Cette baisse des charges, elle coûte 20 milliards. Qu'est-ce qu'on va faire en 2019 ? On va faire les deux en même temps. C'est-à-dire qu'on va verser le CICE au titre de l'année 2018, mais on va accorder la baisse des charges au titre de l'année 2019. Tout ça, ça coûte 40 milliards d'euros. Et 40 milliards d'euros, c'est évidemment considérable et ça absorbe la très large majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité des marges de manœuvre budgétaires. Donc le vrai pari budgétaire que fait le gouvernement pour l'année prochaine, c'est de donner ces 40 milliards d'euros aux entreprises. Et évidemment, par voie de conséquence, et surtout dans un contexte où la croissance est moins importante que prévu, ça va évidemment limiter assez considérablement sa marge de manœuvre sur tous les autres sujets. Alors justement, sachant que là on parle des retraites, il y a une grosse réforme qui avance, c'est la réforme des retraites. Il y a la réforme de l'assurance chômage. C'est le week-end de rentrée politique. Et là, il y a un petit air, là, un petit climat. Ça, Jean-Luc Mélenchon, il va en profiter. D'ailleurs, il l'avait dit dans l'interview accordée au journal La Provence, les conditions sont peut-être
plus favorable pour nous, puisqu'il avait échoué sur la loi travail et la réforme de la SNCF. Et puis il y a Laurent Wauquiez, ça c'est l'air de la montagne, du Mont-Mézinx, l'oxygène, ça booste, qui dit il y a de l'argent qu'il faut rendre aujourd'hui aux Français. Voilà les deux angles d'attaque de l'opposition durant le week-end. Jamais les Français n'ont payé autant d'impôts. Nous avons doublé la totalité des autres pays européens. Alors oui, quel est le problème majeur de cette rentrée? Je dis à Emmanuel Macron qu'il est plus que temps de rendre l'argent aux Français. Nous allons inviter les Français à lui mettre une raclée. C'est la démocratie. Alors, oui, mais moi, quand je parle d'une raclée démocratique. Donc là, on a juste sur ces deux angles, c'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, il va se servir de la colère sociale, si jamais elle monte de nouveau face à des réformes que les syndicats et les Français, ou tout du moins une partie, trouvent injustes en disant il y a un vote sanction là, ce sera les élections européennes. Et puis il y a le pouvoir d'achat, la question du pouvoir d'achat et de la fiscalité, ça ce sera l'un des angles de l'opposition. Alors moi je serais tenté de vous dire, à votre avis là, quel est le plus porteur simplement là dans cette rentrée, Anna Cabana, selon vous? Le pouvoir d'achat, c'est porteur. Là, il y a quand même, on sent qu'il y a une fenêtre d'opportunité. En tout cas, c'est l'analyse que font clairement les états-majors politiques des uns et des autres. Parce qu'on voit bien, il y avait quand même une petite musique que vous avez fort bien montrée avec les deux sons de Jean-Luc Mélenchon et de Laurent Wauquiez. C'est-à-dire que là, il y a véritablement, on sent qu'Emmanuel Macron, sur ce terrain, il peut permettre à l'opposition de redevenir audible. Parce que c'est ça le sujet. Oui. Est-ce que Mélenchon, sur le fond, va redevenir audible? Est-ce que Wauquiez, sur le fond, va le redevenir? Il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans leur bonne résolution de rentrée à l'un comme à l'autre, c'est qu'ils ont décidé d'être moins agressifs, moins formellement, j'entends. C'est-à-dire que sur le fond, évidemment, rien ne change. Ils pensent que les illusions de Macron se craquellent, que leur heure à eux, chacun d'eux, est venue. Mais sur la forme, il y a chez l'un et chez l'autre une volonté de ne pas avoir l'air d'empoigner l'adversaire. Il n'y a pas des mots virulents. Ils sont tous les deux coutumiers. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Laurent Wauquiez, il avait dit désert de l'âme à propos d'Emmanuel Macron. Oui. Il a toujours employé des mots extrêmement violents. Et Mélenchon, j'en parle même pas. Là, la raclée, quand même. Oui, mais non, mais raclée, c'est pas un gros mot. C'est pas un gros mot. Vous savez bien ce que ça veut dire quand vous mettez une raclée à quelqu'un. Normalement, Jean-Luc Mélenchon, vous savez bien, il a les yeux furibonds et il vous dit des choses avec une intensité et une extrême violence. Là, il n'y avait pas ça. Et chez Wauquiez, il n'y avait pas non plus l'agressivité peu teigneuse qu'il peut avoir d'habitude. La différence, c'est que dans ce que dit Jean-Luc Mélenchon, on est encore, j'allais dire, dans la personnalisation, dans l'individualisation, c'est-à-dire je veux mon match retour, j'ai toujours pas digéré ce qui s'est passé en 2017. D'ailleurs, je crois qu'il l'a dit plus ou moins dans son discours. Tandis que on sent chez les Républicains plutôt d'aller sur un terrain qui parle plus aux Français. Thierry Arnaud. C'est vrai qu'il a fait un bon discours, Laurent Wauquiez. C'était un discours d'une trentaine de minutes, c'était simple, c'était concret, c'était clair et il a essayé de bien appuyer là où ça fait mal. Moi, quand je rassemble les deux discours, ce qui me frappe, c'est que je trouve que on voit les limites de ce qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans la présentation du budget par Édouard Philippe et par les choix qui sont faits depuis quelques mois et qui vont être faits dans les mois qui viennent par le gouvernement Macron. Et la question que je me pose, et ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'Emmanuel Macron va aller jusqu'au bout des réformes ? Est-ce qu'il va aller vraiment jusqu'au bout des réformes? Parce que là, il me semble que d'une certaine manière, il a tous les inconvénients politiques, et notamment en termes d'attaque d'un côté de l'opposition, qui à gauche lui reproche une casse sociale, à droite lui reproche de manquer de courage, notamment sur les dépenses publiques. Donc il a toutes les critiques et il est en train d'engranger l'impopularité. Sans finalement aller jusqu'au bout de ces réformes et en tirer potentiellement les bénéfices. Je vous donne un exemple concret. Il s'est engagé à réduire le nombre de fonctionnaires de 50 000 sur 5 ans. Je ne sais pas si c'est bien ou mal, on peut en discuter, mais il a supprimé 1600 emplois de fonctionnaires l'an dernier. Cette année, ça sera, ou l'année prochaine, ça sera 4500. Donc sur 2 ans, ça fait à peu près 6 000. Et ça veut dire que s'il veut tenir son pari, il en supprime 15 000 par an dans les mois qui viennent. Est-ce qu'il est, oui ou non, en train de perdre son audace réformatrice, Emmanuel Macron? Moi, c'est ça la question que je me pose aujourd'hui et qui, je trouve, est une vraie question et sera la question de l'année. Parce que si c'est pour ne pas faire véritablement les réformes
et en même temps payer toutes les conséquences politiques de quelqu'un qui est perçu comme faisant des réformes radicales et impopulaires, il aura perdu sur les deux tableaux. Et puis, pour poursuivre un peu dans l'idée de Thierry, est-ce que c'est aussi original que ce qu'il nous avait promis? Est-ce que c'est aussi innovateur que ce qu'il nous avait promis? Ce qu'on voit quand même, ce sont aussi des mesures, des coups de rabot, des choses assez classiques, je dirais. Ah oui, mais complètement. On ne sent pas qu'il y ait... Enfin, il y a une volonté d'une nouvelle vision, mais on ne la sent pas concrètement. On ne la sent pas dans une approche un peu plus, justement, novatrice et radicale, même, c'est ça. Ouais. Exactement. Et donc, on a l'impression quand même que c'est un gouvernement qui est pris de court, malgré tout, qui improvise, malgré tout, sur ce budget, et que, bon, c'est les vieilles recettes. Et c'est vrai que il y a besoin d'une cohérence. Enfin, elle est théorique, mais en même temps, il y a un petit côté dernière minute qui apparaît. On pourra vérifier ce qui se dit d'ailleurs, parce que demain s'ouvrent les universités du MEDEF. Bon, c'est la rentrée du patronat. Avec un nouveau patron des patrons, d'ailleurs, qui est issu de cette économie de l'Internet, des start-up, des nouvelles technologies, c'est Geoffroy Roux de Bézieux. Et se succéderont demain Édouard Philippe Discours. Et je crois que c'est une dizaine de ministres qui vont l'accompagner et qui vont passer dans les 48 heures. Donc ce sera l'occasion de mesurer aussi la portée des mots, les angles qui seront choisis, les propositions peut-être qui seront faites. Et d'ailleurs, Geoffroy Roux de Bézieux, il se pose d'une certaine manière la même question que Roux et moi posions à l'instant, et notamment... aujourd'hui, lorsqu'il s'interroge sur la politique du gouvernement, il dit attention à ne pas retomber dans les zigs et les zags. Donc il y a clairement de son point de vue un manque de clarté. Je donnais l'exemple des fonctionnaires tout à l'heure. On aurait pu donner l'exemple de la baisse des dépenses publiques également, parce que c'est en l'occurrence ce que réclame le patronat, ce que lui reproche la droite aussi. Quitte à se faire critiquer, en quelque sorte, autant y aller. Oui, parce que parmi les griefs de Geoffroy Roux de Bézieux, il se méfie de deux annonces. Le report de 9 mois d'une baisse des cotisations patronales. Oui. Souvenons-nous de la polémique au cœur de l'été aussi sur le fait que les entreprises puissent supporter une partie des coûts des arrêts maladie. Oui, ça fait mal. Oui, mais Philippe l'a démenti, il l'a écarté. Oui, mais enfin, si on peut se faire l'économie de ce genre de polémique aussi, si vous voulez, je pense que c'est pas plus mal. Il y a une vraie sortie d'ambiguïté. Il l'a dit dans le JDD. Alors, ces charges dont la disparition est décalée dans le temps, ça représente 15 milliards d'euros. Je vous rappelle, je l'expliquais tout à l'heure, que par ailleurs, il y aura 40 milliards d'euros pour les entreprises au titre du CICE et de la suppression, enfin de la transformation baisse des charges. Le président lui avait rendez-vous avec plein des entreprises quand même globalement, je pense. Le président avait rendez-vous avec les chasseurs, les quotas, les dates de chasse, le renforcement des contrôles, la simplification du permis, la mobilisation des chasseurs pour entretenir les milieux naturels. Qu'a donné le rendez-vous aujourd'hui entre le président et le représentant des chasseurs? Le représentant des chasseurs est sorti plutôt satisfait. Alors évidemment, le chef de l'État a validé le permis national à 200 €, comme nous l'avions proposé. Donc ça, c'est quelque chose qui a été acté aujourd'hui par le chef de l'État. Bien sûr, il y aura un suivi de ce projet, il va falloir en discuter, légiférer, ce genre de choses. Ça va prendre un petit peu de temps, mais ça a été validé par le chef de l'État. Le chef de l'État a effectivement arbitré et validé la gestion adaptative. Nous avons donc validé également la gestion adaptative en présence du ministre d'État Nicolas Hulot. Alors là, quand même, que d'honneur. Parce que normalement, les chasseurs, c'est le ministère de l'Agriculture, mais j'ai vu que maintenant, c'était rattaché aussi au développement durable. Enfin, le représentant des chasseurs, reçu à l'Élysée, jour de rentrée, on lui dit, monsieur, on divise votre permis par 2. Alors c'est quoi? C'est parce que Macron, d'un coup, il a envie de mettre un velours, et puis des bottes, et puis partir dans le Loir-et-Cher, enfin regarder passer les oies sauvages. Il paraît qu'il n'est pas chasseur. C'est un animal du Loir-et-cher, on nous a dit qu'il n'était pas chasseur. En revanche, Alain... Non mais quel signal politique quand même. Mais c'est énorme. Symboliquement, c'est très fort de faire ça pendant la rentrée, à un moment où politiquement... C'est la saison de la chasse aussi, non? Oui, c'est vrai, mais vous vous souvenez que ça fait quand même longtemps qu'il leur fait beaucoup d'honneur, Emmanuel Macron, aux chasseurs. Pendant la campagne présidentielle déjà, il avait promis de rétablir les chasses présidentielles. Ensuite, ils ont rétro-pédalé parce qu'il disait à l'époque, moi je me souviens bien parce que c'était frappant, c'était le seul qui avait dit ça, il disait que ça faisait partie du patrimoine français. Donc c'était sa façon, si vous voulez. Française. Oui, c'est ça. Il les avait reçus à Chambord aussi. Oui,
Il était allé en grande pompe les recevoir à Chambord. Il était très et Nicolas content. Hulot était là aujourd'hui aussi. Ça veut dire une chose, c'est que si vous voulez, il y a chez Macron quand même une volonté de montrer qu'il a quand même des bottes dans la gadoue de la France et qu'il y a du terroir chez lui, qu'il n'est pas seulement le petit prince de Paris, le président des villes, et qu'il y a... Et des gens aisés et qui vont bien. Mais c'est la campagne versus la ville, qu'il n'est pas Paris versus la province. C'est vraiment ça qui se joue politiquement là-dedans. Donc c'est aussi ce qu'il faut entendre là dans la petite musique des chasseurs qui sont très contents de Macron. Un mot. Il y a plus d'1 million de chasseurs en France. Ça a toujours été un lobby puissant auprès des politiques. Et là, on constate, d'ailleurs, dès la campagne présidentielle, Emmanuel Macron était allé devant les chasseurs pour dire qu'il voulait porter un discours de développement de la chasse en France. Il a été fidèle à cet engagement. Nous allons regarder comment vous avez réagi à l'actualité politique ce soir. On a sélectionné 4 réactions via le réseau social Twitter. Déjà que certains de nos aïeux ont 49,03 € de retraite par mois, ce qui est le cas de ma mère, nous dit Florian. Grâce au gouvernement déconnecté de la réalité, notre génération et les futurs auront 0 € de retraite ou continueront de travailler en déambulateur. Les retraités ne pourront pas augmenter leurs revenus et consomment logiquement moins. Erreur économique qui affaiblit la croissance. On n'améliore pas les conditions de vie des gens avec une mauvaise calculette. C'est 2 assez sévères déjà, mais qui reflètent vraiment ce qui se dit un peu sur les réseaux sociaux. Wauquiez demande de rendre l'argent d'un État que Fillon lui-même déclare en faillite. Conclusion, on n'aurait pas grand-chose. Pas de quoi en faire un slogan de reconquête. Et puis le petit dernier, pour les présidentielles 2017, Emmanuel Macron était en marche en faisant la cour aux chasseurs en cette rentrée politique. La REM étant chasse pour les européennes, il y a sûrement de ça aussi.